Voici un épisode qui revient sur le cas du ZX81, le plus populaire des ordinateurs du début des années 80. Vraiment ridicule dans sa version de base, on va cependant s'intéresser à son gros composant logique dont la conception est plutôt étonnante pour l'époque. Un kilooctet de mémoire RAM, un CPU martyrisé qui était aussi forcé de passer 49% de son temps à dealer avec l'affichage vidéo en noir et blanc sur une télé, pas de son, un clavier à membrane. Ceci, mesdames et messieurs, est un ZX81 qui est sorti en 1981 et qui est le digne successeur du ZX80 sorti un an plus tôt. Alors avec ce genre de caractéristiques, on pourrait penser que cet ordinateur qui était avant tout destiné à la populace anglaise est une farce. Mais il n'en est absolument rien, parce qu'avec un prix surréaliste pour l'époque, il est devenu en quelques mois le symbole de la démocratisation de l'informatique mondiale au tout début des années 80. Et bien entendu, à sa sortie, il existait des machines bien plus performantes et plus classieuses, comme le Texas Instruments TI-99 ou l'Atari 800, le Commodore VIC-20, le Tandy TRS-80 modèle 3. Mais le problème, c'est qu'ils valaient tous plusieurs fois son prix. Alors, bien sûr, je ne regrette pas d'avoir écrit mes premières lignes de code sur ce veau à la mémoire de poisson rouge, parce que je savais que c'était un passage obligé en attendant de mettre la main sur mieux, et en l'occurrence, 2 ans après, le Commodore 64 et puis l'Atari 520. Bon voilà, mais aujourd'hui, 30 ans après, je pense qu'on peut avouer en toute sincérité que cette machine était une véritable arnaque, même si les plus nostalgiques d'entre vous ne seront pas forcément d'accord avec moi sur ce point. Cela étant, j'avais envie de revenir pendant un petit quart d'heure sur son hardware, et notamment sur le fameux circuit Ferranti ULA, qui, à mes yeux, est le seul véritable intérêt de la machine. Et pour se remémorer ce qu'a été cette machine, j'ai retrouvé quelques documents d'époque publiés dans des revues comme Microsystem ou encore l'ordinateur individuel. Et déjà à l'époque, il y avait un doute quant aux réelles possibilités offertes par ce boîtier de 17 cm de côté. Et quand on regardait les prix annoncés, il y avait quelque chose pour le moins surprenant. Le prix de l'ordinateur était légèrement inférieur à 1000 francs, soit 150 € actuels, mais l'extension de 16K de RAM valait presque 600 francs et celle de 64K coûtait plus cher que le ZX81. En le commandant directement chez le revendeur Sinclair, on pouvait le trouver en kit, c'est-à-dire à assembler et à souder soi-même, à moins de 500 francs, et chez ce même revendeur, il coûtait presque 200 francs moins cher qu'ailleurs, vendu monté et prêt à l'emploi. Bref, un ordinateur aussi peu attractif, même avec 64K de RAM, vendu 2000 francs, moi j'appelle ça une arnaque. Surtout quand on sait que le Commodore 64 sera vendu un peu plus de 3000 francs à sa sortie 2 ans après. Pour venir à bout du kit, il fallait entre 2 et 3 heures, ce qui était finalement un compromis intéressant pour un amateur d'électronique qui pouvait ainsi économiser environ 40% par rapport au prix de vente de la version assemblée. C'était le risque que j'avais pris à l'époque, âgé d'une dizaine d'années, car je n'avais pu économiser que 500 francs, et finalement je m'en étais sorti en une après-midi d'assemblage. Et à titre de comparaison, j'ai aussi retrouvé dans une même revue une publicité pour les oscillos portables Tektronix série 2200, avec des tarifs hors taxes qui franchissent allègrement la barre des 10 000 francs. On est dans un tout autre univers. Et 2 ans après sa sortie, l'initiateur, comme il l'appelait, avait quasiment diminué son prix de vente de moitié, en version montée bien entendu. Donc voilà, on va commencer par une petite inspection du circuit avant de s'occuper du cas du circuit logique Ferranti ULA. Sur le côté gauche, on a ce connecteur femelle jack qui est l'entrée de la ligne 9V en courant continu. Pour enregistrer et lire les programmes sur magnétophone, on le branchait par ces deux prises jack, et là le modulateur UHF SECAM pour la sortie vidéo. Et pour dire à quel point tout a été fait sur cette machine pour économiser le moindre centime, c'est la même prise jack femelle qui a été utilisée pour toutes les connexions. Je vous montre l'aberration. Donc en gros, ça voulait dire qu'il fallait faire attention de ne pas se planter en branchant la lime, sinon on injectait du 9V continu dans une partie du circuit qui ne devait surtout pas en recevoir, au risque de faire quelques dégâts, et bien entendu, les designers n'avaient pas du tout prévu de protection pour ce genre de situation. Donc pour abaisser la tension de 9V continu à 5V, on se sert d'un régulateur 7805 et d'un condensateur de filtrage.
Pas grand chose à dire ici derrière ces deux jacks, et ceci est l'ULA Ferranti sur lequel on va s'attarder dans quelques minutes. Ici nous avons un clone du Z80A cadencé à 3,25 MHz et qui devait gérer la vidéo à partir de son compteur de rafraîchissement des mémoires dynamiques. La mémoire masse ROM de 8 kilo contenant le fameux basique Sinclair, le connecteur clavier, et deux mémoires de 1K sur 4 bits chacune, soit 1 kilo en tout. Et remarquez la façon plutôt étrange dont Sinclair a soudé les résistances et les diodes sur ce circuit imprimé double face. Elles forment toutes une sorte de pont qui fait que leur corps ne touche pas à la surface du circuit. Et on note aussi que tous les circuits intégrés sont sur un support. Et à côté du résonateur céramique, on a ce montage qui s'apparente à une correction de dernière minute, une sorte de pontage fait à partir d'une résistance de 330 ohms. Et d'ailleurs, je suppose que la plupart des composants de ce circuit sont soudés à la main, comme on peut le remarquer sur la face arrière. Il reste parfois du flux de soudure d'époque, et même au niveau du masque des pistes, il y aurait beaucoup à dire sur la qualité obtenue. Tout a été fait pour ne pas débourser un centime de plus que ce qui est juste nécessaire. Pour ce qui est du clavier, c'est une véritable farce qui a traumatisé plus d'un débutant, mais bien sûr Sinclair vendra en supplément un clavier à ventouse pour que la sensation de tactile soit meilleure. Et c'était donc à travers un modulateur UHF UM1233 en noir et blanc que le signal était transmis à une fréquence de 591,25 MHz à un téléviseur réglé sur le canal 36. Ce signal vidéo est issu de l'UA Ferranti qui passait ensuite par l'étage d'adaptation constitué de ce transistor NPN2N2369. Vous pouvez voir que ce modulateur dispose de son propre circuit simple face. Voilà, donc je vous propose maintenant de nous attarder sur ce circuit ULA dont l'acronyme signifie Uncommitted Logic Array, et je commence par le retirer de son socle car, vous l'aurez compris, ce qui m'intéresse c'est son circuit intégré, donc il va d'abord falloir l'extraire pour l'observer au microscope. En fait, ce circuit de 40 broches est responsable d'un certain nombre de tâches incontournables qu'il effectue à partir d'opérations booléennes assez complexes. Parmi elles, je citerai la synchro de l'affichage vidéo, la génération de la fréquence d'horloge pour le Z80, le traitement du signal audio en provenance et à destination d'un magnétophone à cassette, l'exploitation d'adresses mémoire fournies par le CPU pour décider à quel moment la ROM et la RAM doivent être actives, etc. Et justement, puisqu'on parle horloge, c'est certainement pour des raisons économiques, une fois de plus, que les ingénieurs de chez Sinclair ont choisi d'utiliser ce résonateur céramique plutôt qu'un oscillateur à quartz. Il résonne à une fréquence de 6,5 MHz et pour le circuit ULA, cette fréquence sert au registre à décalage de la sortie vidéo. Et une fois divisée par deux, elle est injectée dans le Z80A. Pour l'extraction de la puce, je vais d'abord faire éclater son boîtier par l'arrière en le soumettant à une forte chaleur afin que la puce soit expulsée, et ensuite je la passerai à un bain d'acide sulfurique à 150 degrés environ pour dissoudre le reste de polyépoxyde à sa surface. Je me sers donc d'un mini chalumeau qui produit une flamme à 1300 degrés. Voilà, le boîtier a atteint cette température, le simple fait d'exercer une pression sur ses flancs l'ouvre en deux comme une noix, et la plupart du temps la puce de silicium est expulsée sans dommage. Il reste encore un peu d'époxy sur la surface, ce sont les traces noirâtres que vous voyez, et il va disparaître sous l'effet de l'acide brûlante. Et j'enchaîne avec les manipulations impliquant l'acide. Alors dans la mesure où j'ai déjà consacré l'épisode numéro 2 à toutes ces techniques d'extraction de puces, je ne donne aucun détail ici, il y aura un lien vers cet épisode à la fin de cette vidéo pour ceux qui souhaitent en savoir plus. Je termine avec un bain aux ultrasons dans de l'eau déminéralisée. Et voilà le résultat. Alors il y a eu une minuscule cassure de l'angle supérieur droit, mais ça n'entravera pas l'observation microscopique qui va suivre, et que l'on entame dans la foulée. Et à première vue, la surface de la puce est particulièrement sale, il est donc possible que la température de l'acide ait été trop élevée pendant un court instant, ce qui aurait laissé des résidus noirâtres qui risquent malheureusement d'obstruer un peu notre vision des circuits. En tout cas, je constate sur cette première analyse que cette ULA n'est constituée exclusivement que de blocs de transistors en son sein. Je n'ai repéré aucun passif, c'est donc bien un gros circuit TTL. Sa référence gravée sur puce est donc celle-ci, et c'est d'ailleurs aussi celle qui est inscrite sur son boîtier. J'ai donc compté 225 blocs de transistors alignés dans une matrice de 15 par 15, et chaque élément bleu que vous voyez est le bloc basique constitué de 15 transistors, ce qui fait donc en tout 3375 transistors sur cette puce.
Vous voyez là une vue rapprochée d'un bloc, et je répète qu'il s'agit du même bloc de 15 transistors dupliqués 225 fois, sauf que chaque duplication est différente des autres d'un point de vue de la logique de connexion entre les transistors. Et c'est ça tout l'intérêt de ce circuit qui fait le même travail que les 18 circuits TTL qui peuplent la carte mère du ZX80. J'ai pu reconstituer le bloc d'origine de 15 transistors à partir de zones vierges, et le voici, il ne mesure que quelques microns. Et quand on y regarde de plus près, on retrouve la structure des jonctions PN qui forment ces transistors, mais elles sont bien entendu formées différemment par rapport à un transistor PNP ou NPN de taille standard, car il faut pour ce qui concerne cette ULA en intégrer plusieurs milliers sur une seule surface de quelques millimètres carrés. Et pour finir, vous avez là un exemple de configuration de connexion entre transistors d'un même bloc. Les parties jaunes sont bien entendu les liens métalliques qu'on pourrait comparer aux traces sur un circuit imprimé. Je disais dans l'intro que ce circuit intégré Ferranti était le seul réel intérêt de cette machine parce qu'en effet ils avaient réussi l'exploit de résoudre en un seul circuit logique beaucoup de tâches complexes. Pour le reste, je pense très sincèrement que cet ordinateur restera l'arnaque informatique du début des années 80.